Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI s'est achevé aujourd'hui à Istanbul. À l'ouverture des travaux, le président turc a plaidé pour la création d'une structure de lutte contre le terrorisme. Le président du Faso a pris part à cette importante rencontre. Roch Marc Christian Kaboré nous dresse tout à l'heure le bilan de ce sommet. Une première évaluation 2 semaines après son entrée en vigueur. La gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans a fait l'objet d'échanges entre le ministre de la Santé, les partenaires techniques et financiers et les ONG du secteur de la santé. Il faut plus de 20 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de cette mesure sociale. Et puis la terre a tremblé hier au Japon. Le séisme a fait 9 morts et plus de 1000 blessés. Les réacteurs nucléaires n'ont pas été touchés selon les autorités japonaises. Les travaux du 13e sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ont pris fin à Istanbul, en Turquie. Les questions de terrorisme et de développement étaient au centre de ce sommet. Le président du Faso, qui a participé à cette rencontre, a regagné Ouagadougou ce soir. On écoute Roch Marc Christian Kaboré. Il nous dresse le bilan de ce 13e sommet de l'OCI. Ça a été une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement pour la tolérance et la paix, qui sont des préceptes déjà de l'OCI et également des préceptes partagés par le monde musulman. Ça a été une occasion pour nous de réaffirmer également notre engagement dans la lutte contre le terrorisme, puisque ça faisait partie des aspects de discussion. Et au regard du fait que le terrorisme également agit sur le monde entier, il était important qu'au niveau de l'OCI, les différents pays qui participent contribuent à lutter ensemble contre ce fléau. C'est un engagement collectif que nous avons pris. Ça a été également l'occasion pour nous de saluer toute l'action de l'OCI dans le cadre de la recherche de la paix dans le monde musulman, puisque vous voyez très bien que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, etc., les conflits continuent à être développés et nous avons instruit le secrétaire général de l'OCI de poursuivre le travail pour que la paix revienne dans ces différents pays. Nous avons eu l'occasion également d'adopter le plan décennal de l'OCI parce qu'il faut certainement lutter contre le terrorisme, mais il faut penser aussi au développement. Et le plan décennal prévoit effectivement le développement des infrastructures, la question de la jeunesse également et de son emploi, également toutes les questions de paix dans le monde sur lesquelles l'OCI participe. Et je dois dire que dans l'ensemble, c'est une rencontre qui s'est très très bien passée et nous avons enfin prévu que la prochaine conférence des chefs d'État de l'OCI va se tenir à Banjul, donc en Gambie, dans 2 ans. Et puis, en marge de ces sommets, le président du Faso a eu des rencontres avec de nombreuses personnalités pour parler coopération. Les échanges avec ces personnalités ont été fructueux et devront se concrétiser dans les jours à venir par des réalisations d'infrastructures au profit du Burkina Faso. On écoute Roch Marc Christian Kaboré sur le bilan des échanges avec les personnalités du monde entier. Nous avons rencontré le président de la BID, la Banque islamique de développement, pour discuter de tous les projets de développement que nous avons avec eux. Et je dois dire que la BID envoie une mission à Ouagadougou dans les prochains jours pour que nous puissions faire le point de tous les dossiers qui sont en instance et dont les taux de décaissement ne sont pas suffisants. Nous avons rencontré également le secrétaire général de l'OCI pour discuter, en tout cas, il promet lui aussi de venir nous rendre une visite de courtoisie parce qu'il estime qu'il est quand même, le Burkina joue un rôle important dans la sous-région et il était bon de passer quand même discuter avec nous pour voir un peu les projets également que nous avons en cours dans notre pays. Ça a été l'occasion pour nous de rencontrer l'émir du Qatar avec lequel nous avons discuté du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Qatar et nous avons l'émir du Qatar nous a donné en tout cas, parce que vous savez, il y avait 2 points sur lesquels il y avait des engagements. Le premier point, il s'était engagé à construire des logements sociaux au Burkina Faso.
Deuxièmement, il s'était engagé également à faire l'autoroute, à participer à la construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Et de ce point de vue-là, nous avons eu à rappeler donc ces engagements du Qatar. Et je dois dire que nous avons eu une oreille attentive. Nous avons également demandé à l'EMI de nous aider à construire un centre de traitement du cancer au Burkina Faso. Nous avons également rencontré le vice-président du Turkménistan, qui est un pays avec lequel nous avons nouvellement noué des relations diplomatiques. Enfin, nous avons rencontré quelques hommes d'affaires turcs qui envisagent de mener des projets économiques au Burkina Faso. Voilà des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Nathalie Kaoré. Retour au Burkina Faso, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans la réalisation de ses priorités. Le soutien de l'institution onusienne va concerner la protection de l'environnement et la résilience des populations face au changement climatique. La représentante du PNUD au Burkina en a parlé avec le chef du gouvernement. Des détails avec Paul David Bambara et Ramatou Zida. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement chez le chef du gouvernement. À peine avoir pris fonction, Metsi Maketa est venu rassurer Paul Kabatieba de l'appui du système des Nations Unies. Son institution est disposée à accompagner l'État burkinabé dans la mise en œuvre de ses priorités dans le sens de l'atteinte des objectifs de développement durable. Toute priorité du gouvernement doit tenir en compte la nécessité d'avoir une approche bien intégrée, cohérente, qui s'appuie sur les secteurs sociaux avec les indicateurs clairs, qui montre aussi qu'on appuie l'économie d'une manière à ce qu'il y ait une résilience à tout ce qui est variabilité climatique. Avec le Premier ministre, il a également été question de la prochaine rencontre des chefs de gouvernement à New York dans le cadre de la signature de la déclaration de Paris lors de la COP21. Pour ça, on a profité pour lui rassurer de tout l'accompagnement du PNUD à monter un cadre et des programmes qui peuvent faire en sorte que le pays puisse bénéficier des fonds mondiaux qui existent pour faciliter une économie verte et aussi pour rendre les économies résilientes. Pour Metsi Maketa, le PNUD est un partenaire privilégié du Burkina pour ce qui concerne le portefeuille de résilience au changement climatique. Elle réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés de l'État afin que cette résilience soit source d'opportunités de richesse pour les communautés. L'Assemblée nationale a donné hier son accord pour la ratification de 2 accords de prêt d'un montant total de plus de 13 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à renforcer les capacités d'accueil d'une cité universitaire et à construire l'unité de formation et de recherche en sciences techniques de l'université Ouagadougou. Des précisions avec Ruth Bini Ouattara. Sur la table du président de l'Assemblée nationale, 2 projets de loi portant autorisation de ratification de 2 accords de prêt pour le financement du projet de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire à l'université Ouagadougou. Il s'agit de réaliser une faculté des sciences et techniques et également une grande cité, je crois, de 1500 lits. Et avec ces réalisations qui peuvent intervenir dans le délai d'1 année, l'université Ouagadougou va avoir les bases pour commencer à fonctionner sur son site. Après examen et synthèse des 2 rapports par la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger et avis de la Commission de l'éducation, les députés se sont adressés au ministre de l'Enseignement. Au cours de cet exercice, ce dernier a rassuré la représentation nationale quant à la gestion du mobilier et des infrastructures, du délai de réalisation ou encore de la prise en compte de la création d'un centre médical avec antenne chirurgicale sur le site. L'autre préoccupation majeure, c'est la question du titre foncier et avec le mécontentement de la population d'Eguerpi qui empêche la poursuite des travaux. Nous pensons qu'avec l'intervention du gouvernement, que nous allons saisir incessamment,
certainement une solution va être rapidement trouvée de manière à ce que les travaux puissent commencer. Par ces ratifications faites à l'unanimité des 109 votants, le Parlement donne quitus au gouvernement pour disposer de près de 13 milliards de francs CFA. Les félicitations du chef de file de l'opposition politique au MBDHP, le CEFOP, a traduit ses gratitudes au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples pour ses actions en faveur de la démocratie. Les responsables du CEFOP et du MBDHP ont aussi discuté des actions communes à leur structure. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Monkoun Dabiri. La délégation du CEFOP est allée témoigner son soutien à cette structure pour les efforts consentis pour la promotion des droits humains au Burkina. Zéphirin Diabré et Chrysogones Zougmouré ont par ailleurs échangé autour des sujets d'intérêt commun aux deux institutions. Le MBDHP, c'est l'un, sinon le principal instrument que nous avons pour la promotion des droits humains. Et c'est une occasion pour nous de venir d'abord renouer le contact dans le cadre de ce nouveau CEFOP qui s'installe, mais aussi leur dire toute notre appréciation du travail qu'ils ont abouti jusque-là et bien entendu leur dire notre disponibilité. Ces deux acteurs de la scène sociopolitique n'ont certes pas les mêmes missions. Mais Zéphirin Diabré et Chrysogones Zougmouré espèrent que cette collaboration va contribuer à consolider un état de droit au Burkina avec pour objectif le bien-être du peuple burkinabé. Vous savez, la démocratie doit marcher sur deux pieds et nous constatons qu'avec l'arrivée à la tête du CEFOP, en tout cas le président Diabré a fait un important travail d'organisation. Même si ce n'est pas parfait, on peut quand même considérer que les choses se sont légèrement améliorées. Toutefois, Chrysogones Zougmouré a tenu à rassurer l'opinion qu'il n'existe aucun programme commun entre le MBDHP et le CEFOP. C'est une mesure chère au gouvernement. La gratuité des soins de santé pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans est en application depuis 2 semaines. Une rencontre d'évaluation a eu lieu aujourd'hui entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Le point avec Adama Guiti et Lazare Pouya. C'est une rencontre bilan sur la mise en œuvre de la gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans. La mesure que le gouvernement a adoptée le 2 mars dernier est entrée en application depuis le 2 avril. Et cette rencontre participe à la visibilité de cette mesure tout en fournissant des informations clés aux partenaires techniques et financiers et aux responsables des ONG intervenant dans le domaine de la santé. C'est juste pour avoir un retour sur les constats que chaque acteur a pu faire ou entendre de la part des usagers des centres de santé ou de la part aussi de la presse. Pour y arriver, 3 communications ont été livrées. Elles portent sur la stratégie en cours, le point de la mise en œuvre de la gratuité des soins et le financement du programme. En 2 semaines, pour ce qui concerne que les enfants, nous sommes à 50 800 et quelques consultations. Pour ce qui concerne les femmes, nous sommes à plus de 2000, pour ne pas parler de 4000 consultations. Il faut noter que nous avons 87% des formations sanitaires des 3 régions sanitaires qui ont fonctionné de façon optimale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu une seule rupture. Il y a exactement 13% des formations sanitaires dans lesquelles il y a eu des ruptures. Pour les 9 mois à venir, la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans va coûter plus de 22 milliards de francs CFA. Sa réussite dépend de la mobilisation des partenaires techniques et financiers dont la contribution est attendue. Pour ce qui concerne donc les prestations, nous sommes à 20 milliards. Mais il y a des frais, des coûts indirects. Donc si on additionne tous ces coûts, nous sommes à environ 22 milliards. De l'engagement de tous les acteurs dépendra l'effectivité de la mesure de gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans sur le territoire national. Depuis novembre 2010, le Burkina Faso a adopté la loi portant interdiction de fumer dans les espaces publics. Mais l'application de cette mesure semble difficile. Sur le terrain, les fumeurs continuent d'enfumer les non-fumeurs. Le constat avec Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Depuis 1977, Maïga Alidou ne sait pas combien de bâtons de cigarettes sont passés entre ses doigts. Il fume ici dans la rue, comme partout ailleurs. Dans ma chambre même, je fume. Comme c'est moi, le mari, on ne peut pas m'empêcher de ne pas fumer. Il est chez lui et personne ne peut dire mot.
Et à force d'inhaler la fumée des cigarettes, ils sont 600 000 personnes non-fumeurs chaque année à mourir des effets de la cigarette, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Burkina Faso, une loi protège ces fumeurs passifs. Il est interdit à toute personne d'exposer les autres à la fumée du tabac. Et ce même article dit qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts et dans les transports en commun. Le deuxième article prévu dans la loi pour les fumeurs passifs, c'est l'article 26. Et l'article 26 dit que tout responsable des lieux publics ou des transports en commun est tenu d'y afficher l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ainsi donc, dans les lieux publics, les fumeurs doivent s'abstenir de fumer au risque de commettre une infraction. Le lieu public, c'est tous les lieux accessibles au grand public et tous les lieux à usage collectif, y compris les lieux de travail, indépendamment de leur régime de propriété. Ça peut être privé comme public et également, quelles que soient les conditions d'accès. Dénoncer pour ne pas subir les conséquences de la cigarette. Voilà qui devrait être le leitmotiv des fumeurs passifs. Mais ils trouvent toujours difficile, voire impossible, de dénoncer un proche, un ami, un collègue. La preuve, ils ne veulent pas se faire identifier quand ils dénoncent les fumeurs devant notre caméra. Alors, la loi peut être, mais qui pour dénoncer et se plaindre? Les réseaux sociaux Facebook en tête ont révolutionné les habitudes de communication des Burkinabés. Les utilisateurs les plus irréductibles exposent leur vie privée et des fois celle de leurs proches sur la toile. Et pourtant, Internet n'est pas un espace de non-droit. Des textes sur la protection des données personnelles existent. Des précisions avec Nong Bakouda et Viviane Tiendrebego. Ils sont jeunes, mais leur connaissance des réseaux sociaux est grande. Facebook, Viber, Snapchat, WhatsApp. Je me connecte 2 fois par semaine. À côté de ces élèves qui ont un accès réglementé à Internet, d'autres, les jeunes surtout, sont tout le temps connectés avec leur téléphone portable. Je publie des choses très importantes qui ne me seront pas nuisibles à long terme. Par exemple, je ne peux pas me mettre nue et puis prendre une photo mettre sur Facebook quand même. De temps en temps, je vais sur Facebook, mais c'est un truc que j'évite. Et quand tu grandis à un certain moment, il faut vraiment éviter Facebook et puis le reste. Parce que d'ici là que tu commences à faire la politique, et pour nuire à ton image, on va retrouver des images que tu avais mis en place depuis ta jeunesse, c'est pas intéressant. Pour utiliser les réseaux sociaux, il faut prendre certaines précautions. Lorsque vous voulez utiliser Internet ou un réseau social en particulier, il faut lire les clauses de confidentialité. Il faut correctement les lire et puis faire attention à ce que nous publions. Au-delà même des photographies des personnes qui nous sont proches que nous pouvons publier et puis ne pas avoir de problème. Lorsque nous publions une photo sur laquelle nous n'apparaissons pas seuls, il vous faut une autorisation express de la personne dont vous publiez la photographie, sinon vous tombez sous le coup de la loi pénale, soit de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ou soit sous le coup de l'atteinte à la considération ou à l'honneur des personnes, en fonction de ce que vous aurez dit comme commentaire ou légende en dessous de la photo. Depuis 2004, le législateur a renforcé les mesures de protection des données à caractère personnel. Les peines ont été renforcées. En ce moment, vous pouvez même avoir une condamnation pénale de 5 ans, plus des amendes ainsi que les confiscations des objets ou des outils que vous avez utilisés pour publier ces images-là, tout comme ça peut aller jusqu'à des restrictions de l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Les réseaux sociaux permettent d'élargir le cercle des connaissances de leurs utilisateurs à condition de bien les utiliser. Tout autre chose à présent, ils assurent la police électorale dans leur circonscription. À quelques semaines de la tenue des élections municipales, les gouverneurs et les hauts commissaires suivent une formation à Koudougou sur le contentieux électoral. Roger Kam et Messolange Guigman. Eux
Ce sont des chefs de circonscription administrative. Ils sont appelés lors des élections locales à participer en amont du scrutin, à la validation des candidatures et en aval à la mise en place des exécutifs locaux. Pour qu'ils puissent tenir convenablement leur rôle, le ministère en charge de l'administration territoriale a initié cette formation de remise à niveau. Ces chefs de circonscription ont 2 jours pour s'approprier le guide d'installation des exécutifs locaux. Nous avons élaboré ensemble un guide qui permet à chaque haut-commissaire, à chaque préfet de département et à chaque gouverneur de région de suivre tout le processus conduisant à la mise en place de l'exécutif local. Et dans un second temps, nous avons passé en revue le module portant sur le contentieux de l'élection des exécutifs locaux pour voir ensemble quels sont les points critiques, notamment en matière de quorum, en matière de modalité de convocation, en matière d'appréciation de la notion de majorité absolue, pour faire en sorte qu'en tout cas il y ait le moins de contentieux possible et que même s'il y a lieu, que le juge puisse constater que cela s'est fait conformément à la législation. L'objectif est de relever le défi des municipales dans un climat apaisé. Il est donc attendu de ces gouverneurs et hauts commissaires du professionnalisme, de la rigueur et de la proactivité dans l'exécution de leurs tâches, de sorte à ne permettre aucun couac susceptible de remettre en cause la légitimité des élections locales. Les cultures de contre-saison font vivre de milliers de producteurs dans la région du Nord. Les journées promotionnelles des produits maraîchers offrent un espace d'échange et une opportunité d'affaires aux producteurs. L'édition 2016 a permis aux exposants de faire de bonnes affaires. Abbas Traoré, Alain Savadogo. 48% de la production nationale de la pomme de terre et 20% pour celle de la carotte sont livrés par la région du Nord selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. C'est donc pour rendre plus dynamique ce secteur maraîcher et trouver des solutions à leurs difficultés que les producteurs de la région ont initié ces journées promotionnelles. On transforme le moringa, des biscuits, des thés, et il y a la poudre, on fait l'huile de moringa et on transforme le savon aussi. On a toujours eu des difficultés parce qu'en transformant, et si tu n'as pas assez de matériel pour transformer, des fois on reçoit des commandes, on n'arrive pas à satisfaire. Il y a le matériel et il y a la formation. Je mets l'accent sur la formation. Chaque filière quand même doit avoir une stratégie de formation pour ses productrices, producteurs. Parce que là, ce sont les femmes qui produisent plus dans le Yatenga. Et la commercialisation. À ces difficultés s'ajoute le problème d'accès à la terre par les femmes qui freine la promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin. On a commencé ce plaidoyer-là, on va le poursuivre auprès des autorités concernées pour que effectivement les femmes puissent avoir accès à la terre de la même façon que les hommes également, parce que c'est par ce biais-là qu'elles peuvent également, quand elles vont au niveau des institutions financières, pouvoir produire des garanties et avoir des financements qui vont leur permettre donc de mettre en œuvre des entreprises extensives d'agriculture. Malgré les difficultés, les producteurs ont su tirer leur épingle du jeu. Ils se sont partagés plus de 4 milliards de francs CFA à l'issue de la campagne sèche 2015-2016. C'est parti pour la 7e édition du Festival du cinéma documentaire. Rôle du public dans l'essor du cinéma documentaire, c'est le thème choisi cette année. Ce festival est une initiative de Africa Doc. Son ambition est de valoriser le film documentaire. Konsoun Koulibaly, Kadisanogo. C'est par le film documentaire La sirène de Faso Fani du réalisateur burkinabé Michel Zongo que le top de départ de la 7e édition du Festival du cinéma documentaire a été donné. Initié par l'association Africa Doc, ce festival a pour objectif de promouvoir le cinéma documentaire, principalement le documentaire de création qui a du mal à prendre son envol. Le thème retenu pour cette 7e édition est le rôle du public dans l'essor du cinéma documentaire. Ce festival en fait a pour objectif de créer un public pour le cinéma documentaire. Quand on dit qu'il y a une projection de fiction, on ne négocie pas, les gens viennent. Mais dès qu'on dit que c'est un film documentaire, les gens ne sont pas intéressés. Voilà, donc ce festival vise à créer un public de cinéphiles fidèles
au cinéma documentaire. Cette initiative de Africa Doc a été bien appréciée par les représentants du ministre en charge de la Culture. Le ministère de la Culture se réjouit de la tenue de cette 7e édition des rencontres Sobeter. Vous savez, dans la politique culturelle du ministère, nous appuyons tout ce qui est activité de formation et de production. Les rencontres Sobeter sont des rencontres de formation et c'est aussi un cadre de promotion du cinéma burkinabé. Nous pensons que cette activité menée par ces groupes de jeunes contribue fortement à la réalisation du programme culturel du ministère de la Culture. Au menu de cette 7e édition, il est prévu un panel sur le cinéma documentaire et des projections de films à l'Institut français de Ouagadougou. Le Japon est en état de catastrophe naturelle. Le pays du soleil levant subit les conséquences du tout dernier séisme qui l'a secoué. Le bilan provisoire est de 9 morts et plus d'un millier de blessés. Les unités de secours poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Le sud du Japon s'est réveillé sous le choc au lendemain d'un puissant tremblement de terre qui a fait au moins 9 morts et près d'1 millier de blessés, dont une cinquantaine sont dans un état grave. Les recherches se poursuivent pour trouver d'éventuels survivants sous les décombres. Le séisme a frappé la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait part de son émotion après le drame. Je prie pour ceux qui ont perdu la vie, dit-il. Je prie pour les blessés, pour les personnes évacuées et pour tous ceux qui ont été affectés par ce désastre. Le gouvernement continue de faire tout son possible pour venir en aide aux rescapés. De nombreuses maisons construites en bois n'ont pas résisté aux violentes secousses. Une centaine de répliques ont été ressenties. Les plus importantes atteignaient une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter. Le gouvernement japonais a décrété l'état de catastrophe naturelle. Des milliers de policiers, pompiers, soldats ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 40 000 personnes ont dû trouver refuge dans des centres d'accueil où elles reçoivent notamment de l'eau, de la nourriture et une couverture. Au Brésil, les débats sur la destitution de Dilma Rousseff ont débuté à l'Assemblée nationale. Le Parlement a jusqu'à dimanche pour se prononcer en faveur ou contre la destitution de la présidente. C'est parti pour un marathon parlementaire de 3 jours au Brésil. Il doit déboucher dimanche sur un vote pour ou contre la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La séance a commencé ce vendredi matin par la lecture du compte-rendu des faits. Des députés ont lancé des slogans hostiles à Dilma Rousseff dans une ambiance électrique. Le ministre de la Justice a prévenu qu'une destitution marquerait une brèche sans précédent dans la jeune démocratie brésilienne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la présidente a échoué dans sa tentative de faire bloquer par la justice la procédure de destitution. La majorité des juges du tribunal suprême brésilien a en effet rejeté le recours présenté par le défenseur de la chef de l'État. D'après les sondages, 2 Brésiliens sur 3 souhaitent sa destitution, un départ qui mettrait un terme à un règne de 13 ans du Parti des travailleurs. La manifestation des populations affectées par la construction de l'aéroport de Doncin et le bilan des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré reviennent au devant de la scène en ce qui concerne nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Que s'est-il passé au village de Bala, situé à un jet de pierre de Bobo Dioulasso? Le quotidien commente des faits troublants, voire surréalistes, qui se sont produits dans la nuit du 9 avril, où une fillette de moins de 15 ans a été violée par 4 garçons. Ce quatuor a été pris dans la nasse des Pandores et ne dort plus, sinon médite sur son sort actuellement. Le quotidien, qui, sur un tout autre registre, fait écho du mécontentement des habitants de 9 villages affectés par le projet de l'aéroport de Doncin. Ils ont battu le pavé ce jeudi pour exiger le respect des engagements pris par la maîtrise d'ouvrage. Nous n'avons plus de champs, de cimetières, ni d'espace pour l'élevage, se plaint un habitant. En politique, le cadre d'expression démocratique à son tour après l'opposition interpelle le président du Faso, je cite, «
à se défaire des positions cavalières de certains de ses proches, relate le quotidien Le Soir. Pendant ce temps, les éditions Le Pays fixent l'attention sur l'ancien Premier ministre par un questionnement, un rêve présidentiel brisé. Notre confrère citant le journal Le Monde révèle, je cite, « C'est par un SMS courtois mais ferme que le président burkinabé a demandé à l'ancien Premier ministre de la Transition de rentrer au pays au terme de sa permission échue le 19 février. Zida, toujours selon le journal français et rapporté par Le Pays, avait prévu, je cite, « revenir aux affaires par les urnes en 2020 ». Coup de théâtre, conclut le journal français, il est cité également dans plusieurs affaires. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient et vous retrouverez Draman Dadian à 22h15 pour l'édition synthèse.